Bonjour et bienvenue à ce journal dès 7h à la une de l'actualité de ce vendredi matin. La tradition a été de nouveau respectée cette année. L'Expo Béton 9e édition a ouvert ses portes depuis hier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Un rendez-vous annuel dédié à la réflexion sur les infrastructures, l'urbanisme et le développement économique de la RDC. Et c'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a donné le go de ces travaux qui vont durer 3 jours. Le détail dans un instant. Également au sommaire de votre secteur, toujours pas de sanctions concrètes contre le Rwanda 2 mois après l'adoption de la résolution 2773 des Nations Unies à l'ONU. Devant le membre du Conseil, la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba a dénoncé l'inaction internationale face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Vous l'entendrez sur le sol congolais. Vous l'entendrez dans ce journal. Et enfin, 40 ans après, l'RDC s'apprête à réaliser son deuxième recensement général de la population. Les travaux de la cartographie, phase préparatoire essentielle du recensement, viennent d'être lancés par la chef du gouvernement Judith Suminwa. Ces travaux de cartographie vont se dérouler sur 3 sites, Kinshasa, Chikapa et Kwilu. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la tradition a été de nouveau respectée cette année. L'Expo Béton 9e édition a ouvert ses portes depuis hier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Un rendez-vous annuel dédié à la réflexion sur les infrastructures, l'urbanisme et le développement économique de la RDC. Et c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a donné le go de ces travaux qui vont durer 3 jours. Plus de précision avec Pierre Kibambe-Somoïs. C'est une ville de Lubumbashi vibrante au rythme des travaux d'infrastructure de base où est arrivé ce jeudi 17 avril le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. 13h, heure locale. Le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Luano. Le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe. Il traverse la haie d'honneur. Il salue les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres du gouvernement central, des ministres et députés provinciaux et d'autres notabilités de Kinshasa et du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, le président de la République a été convié à lancer les travaux du nouvel aéroport international de Lubumbashi en présence de quelques membres du gouvernement central, notamment le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba. Après avoir suivi les explications des maquettes, le chef de l'État a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de Lubumbashi qui sera érigé selon les normes et standards internationaux. Au sortir de l'aéroport de Luano et au centre-ville, l'ambiance était festive comme à l'accoutumée lors des visites du chef de l'État dans le chef-lieu du Haut-Katanga. Des infrastructures de base, il en est question aussi à Lubumbashi, avec notamment la tenue du 16 au 19 avril 2025 de la 9e édition d'Expo Béton, ce salon de développement des villes, des corridors et des zones de développement économique spécial. Placé sous le thème principal, les corridors sud de la RDC, projets à développer et opportunités d'affaires. D'une cérémonie à une autre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu aussi présider la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton dans les installations du somptueux nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans son discours au chapiteau érigé pour la circonstance devant les acteurs publics et privés ainsi que les professionnels tant nationaux qu'internationaux, le président de la République s'est dit satisfait et fier de se tenir parmi eux à ces rendez-vous d'Expo Béton, un espace d'échange devenu incontournable. Pour le chef de l'État, le thème principal de la 9e édition d'Expo Béton tombe à point nommé. Le développement de la RDC passe par l'impératif du développement. Les riches villes minières du pays doivent être interconnectées, d'où l'importance des infrastructures, des corridors, à l'instar du corridor de Lobito, fruit de la coopération entre la RDC, l'Angola et la Zambie avec les partenaires internationaux. Le président de la République a relevé toute l'importance du développement des corridors à RDC. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port
en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Dans leurs différentes interventions, le président du comité d'organisation Jean Bamanissa Saïdi, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kaboula Katoué et tous les autres intervenants se sont apaisantis sur le rôle crucial des corridors. La connexion des divers corridors internes permettra notamment des échanges commerciaux et l'acheminement efficace des productions minières du Grand Katanga. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les différents stands des participants à la 9e édition d'Expo Béton. Jean-Michel Samalou Kondé plaide pour plus de sanctions effectives contre le Rwanda. Le président du Sénat congolais a aussi mobilisé pour l'application effective de la résolution 2773 des Nations Unies. Plaidoyer fait lors de la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie qui se tient à Brazzaville, comme nous dit Janine Kalenga. La 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie qui se déroule depuis le 15 avril 2025 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, a offert l'occasion au président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samal Kondé, de mobiliser ce père de la communauté des assemblées parlementaires de la francophonie pour une solidarité sans réserve avec la République démocratique du Congo dans le cadre de la recherche de la paix dans sa partie orientale, menacée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Dans le cadre de cette solidarité, Jean-Michel Samal Kondé a demandé et obtenu des participants de prendre en compte dans les communiqués finaux de la rencontre les différents processus dans lesquels la RDC est engagée pour un règlement pacifique du conflit armé qui décime les populations congolaises et aggrave la situation humanitaire dans la partie orientale de la RDC. Nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone. Nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à la tête diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773, que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire. Le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé, qui souligne aussi le bon travail abattu par la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à ses assises, évoque la détermination conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC à poursuivre cet élan. Notez que la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé.
Une soixantaine de résolutions et recommandations ont été adoptées au terme des travaux de la première session de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Travaux clôturés hier jeudi par la première ministre Judith Suminwa à la Cour de cassation. Les conseils proposent entre autres l'affectation en 2026 d'un budget de près de 260 millions de dollars. Chimendondo Pompoumba et Patrick Djokoukou nous en parlent. La clôture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, tenue ce jeudi 17 avril 2025, a acté 59 résolutions et 8 recommandations ambitieuses. Objectif affiché, redorer l'image d'une justice congolaise souvent décriée. Deux mesures phares, on peut retenir la numérisation intégrale de services judiciaires pour plus de transparence et de célérité. La construction des cités logistiques ou judiciaires dans toute la province incluant palais de justice et logement pour magistrats. L'autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire avec 736 milliards de francs congolais prévus en 2026 et la création de juridictions spécialisées. Dans son allocution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer l'autorité de l'État face aux défis sécuritaires et institutionnels. Dans ces régions où l'agresseur et ses supplétifs privent nos compatriotes de leurs droits fondamentaux, je réaffirme la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, ainsi que celle du gouvernement que je dirige, à restaurer l'autorité de l'État. Nous ne céderons pas face à ceux qui cherchent à désacraliser votre noble mission de juger. Dieudonné Kamuleta Badibonga, président du Conseil supérieur de la magistrature, a salué ces avancées et a promis une application stricte de résolutions. Après débat, 59 résolutions et 8 recommandations ont été adoptées, au nombre desquelles il y a lieu de citer. 1. La recommandation relative à la mise en œuvre de la vision du magistrat suprême, exprimée dans toutes ses interventions concernant le fonctionnement de la justice afin d'en extirper l'État et d'en installer la bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire. 2. La résolution sur la numérisation de tous les services de la justice pour besoin de célérité et de transparence dans le traitement des dossiers judiciaires et administratifs. La session s'est achevée sur l'adoption d'une feuille de route quadrinale alignée sur les objectifs de magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 40 ans après, l'RDC s'apprête à réaliser son deuxième recensement général de la population. Les travaux de la cartographie, phase préparatoire essentielle du recensement, viennent d'être lancés par la chef du gouvernement Judith Suminwa. Ces travaux de cartographie vont se dérouler sur 3 sites. Encore une fois de plus, Chimendondo. Le travaux de la cartographie du deuxième recensement général de la population est lancé ce jeudi à Kinshasa. Cette cartographie permettra de découper les zones de dénombrement qui seront affectées aux agents recenseurs afin d'éviter les omissions et multiples comptes. Tandis que le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers pour sortir le pays du gouffre du sous-développement, les statistiques démographiques nous font cruellement défaut, en dépit des résultats d'un certain nombre d'enquêtes sectorielles. Or, la plupart de politiques et projets du gouvernement exigent, pour leur conception et leur pilotage, des données fiables qui renseignent sur les effectifs de la population et sur leur situation économique et sociale, jusqu'au niveau des entités territoriales les plus reculées. C'est le recensement qui fournit les données de n'importe quelle unité géographique, jusqu'à la plus petite. Et ces données, le gouvernement en a besoin pour une meilleure planification de ses actions. Ces opérations de la cartographie dans leur phase pilote concerneront d'abord 3 sites, à savoir la commune de Kasavubu, à Kinshasa, le territoire de Bulungu, dans la province de Kwilu, et la ville de Chikapa, dans la province de Kasai. Elles vont se terminer au mois de juin avec la publication d'un rapport. Il est temps
que la planification du développement de notre pays dans les divers secteurs, entre autres la santé, l'éducation, l'aménagement du territoire, l'emploi, la défense et sécurité, jeunesse, puissent déposer sur des données fiables. La première ministre n'a pas non plus manqué de dire sa gratitude au vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à la direction générale de l'Institut national de la statistique INES et à la coordination du Bureau central de recensement BCR pour les efforts déployés afin de faire avancer ces projets dont l'importance n'est plus à démontrer. Toujours pas de sanctions contre le Rwanda. 2 mois après l'adoption de la résolution 2773 des Nations Unies à l'ONU, devant les membres du Conseil de sécurité, la ministre congolaise des Affaires étrangères a dénoncé l'inaction internationale face à l'occupation du M23 et des forces rwandaises sur le sol congolais. Pour Thérèse Kaikwamba Wagner, une décision du Conseil des Nations Unies ne peut pas rester lettre morte. Joseph Oscar Mbaïkaïch nous en parle. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a souligné devant les membres du Conseil que la résolution 2773 ne doit pas rester lettre morte. La coalition RDF M23 continue ses violations comme si la volonté du Conseil ne s'était jamais exprimée, comme si la résolution était vouée à rester lettre morte. Nous ne sommes pas du même avis. Cette résolution est un instrument vivant, voué à protéger des vies, à restaurer la légalité, à préserver la paix. Des millions de vies dans l'est de la RDC attendent toujours sa mise en œuvre intégrale. Thérèse Kaikwamba a peint par ailleurs un tableau sans concession dénonçant l'inaction face à la persistance des violations par le M23 et les forces rwandaises de défense RDF en dépit de cette résolution. Le M23 et ceux qui le soutiennent doivent dès maintenant respecter l'autorité de ce Conseil en se retirant de manière immédiate, pleine et inconditionnelle du territoire congolais. Cesser toute obstruction aux opérations humanitaires et ne pas empêcher la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Cesser toutes les attaques contre les civils, les camps de personnes déplacées, les hôpitaux et les écoles. Tout en saluant les premières sanctions imposées à l'encontre du Rwanda et du M23, la chef de la diplomatie congolaise a aussi exigé du Conseil de sécurité des mesures claires contre l'agresseur de la RDC, le Rwanda. C'est notamment des sanctions contre la chaîne de commandement RDF, révoquer les statuts du Rwanda comme pays contributeur des troupes, imposer un embargo sur les minerais issus de l'exploitation illégale en RDC et mettre enfin en place un régime de notification sur les transferts d'armes vers le Rwanda. Thérèse Kaikwamba a par ailleurs lancé un appel à la communauté internationale pour l'urgence humanitaire en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie séjourne lui aussi dans le Haut-Katanga. Sur place, Daniel Mukoko Samba a eu des échanges tour à tour avec les importateurs des produits agricoles et les opérateurs pétroliers. Sur la table des échanges, comment éviter la pénurie de maïs à Lubumbashi et la baisse du prix du pétrole à la pompe depuis le mois d'octobre dernier. Le résumé de toutes ces discussions avec Rodé Panda. Dès son arrivée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la première séance de travail organisée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a eu avec les importateurs du maïs. Après le succès réalisé à juguler la crise de cette denrée de première nécessité dans l'espace Grand Katanga, il faut donc préserver ces acquis en vue d'intensifier le processus d'approvisionnement en maïs dans cette partie de la République. Daniel Mukoko Samba tient à tout prix renverser la tendance en s'appuyant sur la production locale afin d'éviter au pays des dépenses d'importation de maïs chaque année, tout en soulignant l'importance de relancer la production locale, étant donné que cette politique a déjà produit ses effets
avec l'expérience du parc agricole de Nkwadi au Kasaï central. Les importateurs du Haut-Katanga ont présenté auprès du patron de l'économie nationale quelques difficultés relatives à l'importation de maïs avec les manques de logistique, la traçabilité et les problèmes d'entreposage présents à cette séance de travail. Mohamed Youssouf, CEO d'Afrique, Bill Logistique, Israël, a informé les participants des facilités offertes par le gouvernement zambien pour importer les maïs. Les échanges avec les responsables de la profession pétrolière ont concerné la baisse du prix du carburant à la pompe intervenue en octobre 2024 et des efforts à fournir pour maintenir ces prix. À son tour, le président de la commission des hydrocarbures de la FEC au Katanga, Joseph Kité Maloba, a expliqué au patron de l'économie nationale les différentes formes de fraude, notamment la délinquance des prix, la pratique illégale de la profession par les personnes physiques ou morales non qualifiées. Nous sommes contents parce que le vice-premier ministre et le ministre de l'économie nous a invités pour que nous puissions lui dresser les tableaux de tous les problèmes qui rongent notre secteur. Et son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie, nous a promis l'envoi d'une délégation dès la semaine prochaine, une délégation mixte, ministère des Finances, économie, hydrocarbures, ainsi que les gens de MAMO, pour que nous, FEC, nous puissions nous mettre autour de la table avec cette commission et présenter les propositions de solutions afin de sortir dans cette situation qui plombe le climat des affaires ici en province. Daniel Mukoko-Samba qui a obtenu la réduction de pertes et manque à gagner dû aux sociétés pétrolières a réaffirmé la volonté du gouvernement d'assainir le marché pour éviter toute accumulation de pertes et manque à gagner. Les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Kisangani-Ubundu démarrent déjà au mois de juin prochain. Le coût global de ces travaux est estimé à plus de 257 millions de dollars. Bien avant le début des travaux, le gouvernement congolais vient de signer un protocole d'accord avec une firme sud-coréenne qui va exécuter bien sûr les travaux. La signature a eu lieu en présence du vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba. Plus de précisions avec Nicole Sesseploka. La signature de ce protocole d'accord concrétise un partenariat entre le gouvernement congolais, l'entreprise congolaise Masco Energy Construction SA, la firme sud-coréenne KSI et la banque Equity BCDC. Une initiative évaluée à plus de 257 millions de dollars américains avec un début des travaux annoncé pour le mois de juin prochain. Nous avons signé le protocole après les études de faisabilité qui ont déjà été faites et il n'est resté que la signature de ce protocole pour nous donner un go. Le gouvernement nous a donné un go. Et nous avons une grande banque de la place qui a crié à ce que nous faisons. En tout cas, il n'y a pas d'handicap qui fera en sorte que rien ne soit mis sur pied. Le projet intègre aussi un plan de maintenance solide pour garantir la durabilité des infrastructures. Toutes les conditions sont réunies pour transformer ces corridors ferroviaires en un véritable moteur de croissance régionale. Dès que nous commençons au mois de mai, notre société aura la capacité d'engager 2350 personnels. Déjà au mois de mai, je suis avec mes partenaires KSC, qui est notre partenaire principal. En plus de cela, nous avons Korea RC, qui est spécialiste en chemin de fer. Et nous avons aussi RS, qui fabrique des wagons. Toutes les structures sont mises en place pour que au mois de mai, nous commençons. Le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, à travers cette action, confirme ainsi l'engagement du gouvernement à relancer les grandes infrastructures et à connecter les Congolais du fleuve à la voie ferrée. Une délégation de députés congolais vient de séjourner au Burundi. Sur place, ces parlementaires congolais ont mené plusieurs missions humanitaires auprès de réfugiés congolais. De retour à Kinshasa, ils ont présenté le rapport détaillé de leur mission devant la plénière. Anim Balaka nous explique. Envoyé par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, des députés nationaux médecins se sont rendus au Burundi pour venir en aide à leurs compatriotes réfugiés victimes de la guerre à l'est de la RDC.
La délégation, conduite par le professeur Léon Kabambangombe, est arrivée à Bujumbura. Dans leurs valises, du matériel médical, des médicaments et surtout un message d'espoir. Dès leur arrivée, les députés ont rencontré les autorités diplomatiques et les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés afin de faire le point sur la situation sanitaire dans les camps. Les consultations médicales ont débuté le 11 avril 2025 dans les camps de Chibitoke et Chichemere. Paludisme, rougeole, infection et malnutrition, les pathologies sont multiples. Les élus ont ausculté, traité et conseillé des centaines de patients dans des conditions parfois précaires. Outre le soin, la délégation a remis des dons médicaux et recensé les besoins urgents, nourriture, eau potable, logement décent et éducation pour les enfants. Moment fort de cette mission, la visite au site de Djiaro à plus de 200 km de Bujumbura. 6 heures de route sous la pluie pour rejoindre ces 15 000 réfugiés congolais vivant dans des conditions extrêmes. Là encore, consultation gratuite, distribution des médicaments et écoute des doléances. Une action saluée par les HCR et les autorités locales. Aussitôt rentrée au pays, la délégation a déposé un rapport détaillé de leur mission humanitaire au Burundi auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, regroupant constats et recommandations pour l'amélioration des conditions des réfugiés congolais et éventuellement un rapatriement volontaire encadré et sécurisé. Lequel rapport a été présenté à l'Assemblée plénière ce jeudi 17 avril 2025. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais, honorables députés, vous inviter à adresser vos meilleures pensées à nos compatriotes de l'Est ainsi qu'à tous les réfugiés et déplacés congolais qui subissent les méfaits de la guerre. Au nom de tous les députés nationaux, je voudrais que tous ces compatriotes sachent que nous ne les oublions pas et que des efforts continuent à tous les plans pour que la paix qui nous est si cher soit intégralement et durablement restaurée. Le dit rapport abordant les calvaires des réfugiés congolais sera envoyé au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour des solutions idoines, rassure le président de l'Assemblée nationale. Des milliers de pèlerins catholiques du monde se rendent aujourd'hui soir dans la rue pour participer à la traditionnelle procession du vendredi saint marquant la crucifixion de Jésus-Christ. Sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons un pas en arrière pour vous parler de la journée du hier, jeudi saint. Jacques Abouaba revient sur l'origine et le déroulement de cette journée qui marque le dernier repas partagé entre Christ et ses disciples. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique universelle a célébré le jeudi saint, le jeudi précédant la fête des Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie, lors de la scène qui est le dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation à Gethsemane. À la paroisse Saint-Albert, ici dans la ville-province Kinshasa, le célébrant Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a dans son homélie tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, rappelé aux fidèles qu'avec la messe du jeudi saint, l'Église commence le Triduum pascal et s'applique à rappeler la dernière scène. Jésus a-t-il poursuivi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres les commandements nouveaux, l'amour à la patrie auquel le monde les reconnaîtra. Mais le Christ a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement. Il a lavé les pieds de ses apôtres auxquels il confie la direction de l'Église. C'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres. Lui, le serviteur souffrant, s'est donné à nous à travers l'Eucharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie. Il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs en nous lavant les pieds. Quel signe d'humilité et d'effacement! Les chrétiens, a conclu le célébrant, devaient suivre le Christ sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu le jour de son baptême. Rappelons toutefois que les fidèles sont invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrements. Des résultats qui sont
seront désormais des laboratoires de l'hôpital Montcollet et HJ Hospitals feront aucun doute au niveau international. Les labos de ces deux hôpitaux viennent de recevoir chacun de l'accréditation internationale. C'était en présence de plusieurs partenaires et acteurs œuvrant dans ce secteur. Un à un, le staff médical de l'hôpital Montcollet avance sur ces podiums pour recevoir avec beaucoup de fierté et d'honneur l'accréditation internationale de leur laboratoire. Comme eux, l'hôpital HJ aussi vient de recevoir ces sésames, virus, nouveaux vaccins et médicaments qui seront analysés au sein du laboratoire de ces deux hôpitaux seront désormais reconnus de qualité au niveau international. Une grande fierté pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui a accompagné ces deux structures sanitaires tout au long de ces processus. Le résultat qui est vraiment à féliciter, à saluer, on est très contents. On va continuer dans ce sens de travailler ensemble avec les institutions de la République démocratique du Congo. Global Health System Solution, qui s'est investi dans le renforcement de capacité du personnel des laboratoires, s'est dit aussi flatté par ces couronnements. Votre engagement a été crucial pour créer un environnement politique favorable à la relation durable de la qualité des laboratoires. Au cours de la dernière décennie, GHSS, en étroite collaboration avec ses partenaires et le ministère de la Santé, a œuvré sans relâche pour améliorer le paysage des laboratoires en RDC. Les deux laboratoires ont rempli toutes les exigences requises au niveau international, allant du prélèvement des échantillons jusqu'à la publication de résultats finaux. La guerre dans l'est du pays, la province du Maniema, à travers ses ressortissants est préoccupée par l'insécurité. Ajouté à cela, le deal entre l'RDC et les USA, les Maniema est-il concerné? Eh bien, des questions débattues lors des échanges entre l'un des notables de ce coin, Jean-Marie Kalumba, et quelques ressortissants de la province, comme nous disent Sandra Nienk et Guilin Kassou dans ce reportage. Ils sont à Kinshasa, mais ils ont gardé le cordon ombilical avec leur Maniema natal. Son développement et l'insécurité qui guettent la province sont leurs préoccupations quotidiennes. Jeunes, femmes et hommes ressortissants de cette partie du pays voulaient avoir les informations fraîches de terrain et s'assurer que le deal minier en perspective entre la RDC et les États-Unis concerne le Maniema aussi. L'honorable Jean-Marie Kalumba Youma, qui revient de ses vacances parlementaires, s'est exercé à les rassurer sur la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire profiter les Congolais de leur mine, le sens même du deal minier entre les États-Unis. Sur le plan sécuritaire, les efforts du chef de l'État démontrent la détermination d'en finir. L'action de Ouazalendo sur le terrain exprime le mieux la volonté populaire de mettre fin aux aventures perpétuelles de déstabilisation de l'Est de la RDC. Le chef de l'État est en train de mettre des moyens essentiels pour mettre fin à la guerre. En tant qu'élu du Maniema, je devais rassurer la population du Maniema que tout se passe bien, qu'ils ne puissent pas paniquer. Nous tous, nous devons nous considérer comme protecteurs de cette nation. Le Ouazalendo, c'est un protecteur de la nation. Il protège sa terre. Nous devons communiquer d'une manière permanente. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qu'on n'a pas le contrôle sur lui, qu'on dénonce et qu'on se mette ensemble pour protéger notre nation. Doublement élu de la circonscription de Pangui, Jean-Marie Kalumba s'est dit satisfait de l'intérêt de l'assistance qui leur impose le devoir de redevabilité. La population et ses élus du Maniema sont derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis cette page noire avant de nous séparer, la dépouille mortelle de l'artiste comédienne Mama Clémentine Odia, affectueusement appelée Mama Bolingo ou Mama Boli, est de retour à Kinshasa, venue du Maroc où l'artiste était parti pour 2 soins pendant près d'une année. À l'aéroport international d'Indjili, plusieurs artistes et sa famille biologique étaient sur place pour accueillir le corps de la défunte Mamita Bangoulou. Aéroport international d'Indjili, une foule immense s'y est rendue en séjour du rapatriement du corps de l'artiste comédienne Marie-Clémentine Odia alias Bolingo. Aussitôt arrivée à Kinshasa, la dépouille mortelle va prendre la direction de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire dans la commune de
Kassavobo. Le corps de la défunte sera gardé encelé en attendant le programme des obsèques. Nous venons d'accueillir la dépouille mortelle de maman Marie-Clémentine Odia, dite Boulingo, maman Boulingo, du groupe Salongo, décédée au Maroc. Elle était partie pour le soin pendant près d'une année. La même fondation, donc maman Denise, qui vient de rapatrier le corps pour nous réunir en famille pour élaborer un autre programme qui sera communiqué au public. Signalons que le retour de la dépouille de l'artiste Boulingo a bénéficié de l'altruisme de la première dame Denis